Voilà, bienvenue à tous à cette matinale qui est consacrée à la numérisation des métiers de tradition avec l'exemple du vacherin fribourgeois. Sans plus tarder, je vais vous donner quelques mots d'introduction concernant notre démarche. Mon nom est Suzanne Rabat-Relevet et je suis la CEO et co-founder de Businessin. Et voilà ce qui nous a motivés en fait pour entamer ce programme pour les PME que nous avons déroulé tout au cours de l'année 2020. On constate en effet que les PME entament timidement leur transformation digitale, soit par manque de temps, de moyens ou de main-d'œuvre qualifiée. Cependant, il y a un véritable besoin d'information, de dédramatisation, mais aussi d'inspiration par des témoignages et de nécessité de connexion avec des acteurs d'innovation, notamment numérique. Et la formation, notamment la formation continue, joue aussi un rôle clé. On estime qu'il est important justement d'engager des démarches avec des petits pas dont les résultats sont mesurables. C'est Digital Switzerland et Businessin qui ont uni leurs forces pour lancer ce programme afin de faciliter l'adaptation des produits et services des PME à l'ère de la dématérialisation. Je vais passer maintenant la parole à Danielle afin qu'elle nous dise quelques mots sur Digital Switzerland. Danielle, la parole est à toi. Merci beaucoup, Suzanne. Bonjour à tout le monde. Bienvenue au matinal de décembre. Je représente effectivement Digital Switzerland. Suzanne, tu peux? Merci. Digital Switzerland est une association à but non lucratif nationale qui est composée de grandes entreprises, de PME, d'institutions académiques et de cantons et d'ONG. Et nous avons co-développé ce concept avec Suzanne parce que les PME constituent la majeure partie du tissu économique suisse et on cherchait l'échange et un certain apprentissage ainsi que du benchmarking, comme on dit en anglais, pour savoir ce qui se fait aujourd'hui dans le numérique pour mieux cibler les besoins et mieux représenter les PME. Suzanne? Next slide. Merci. Alors, Digital Switzerland est, comme je l'ai dit, une association à but non lucratif. Nous avons 3 grands axes. Nous essayons d'anticiper les tendances, notamment dans le numérique, de mettre les gens en réseau. Donc, nous sommes vraiment une organisation transversale. Nous avons des acteurs de toute l'économie et nous essayons d'initier le changement. Notre tâche a été considérablement facilitée par le Covid, malheureusement et heureusement du point de vue numérique, c'est-à-dire heureusement qu'on avait les outils qui étaient disponibles. Suzanne? Suzanne? Voilà, alors Suzanne l'a mentionné. Pour nous, la formation permanente ou la formation continue est extrêmement importante, notamment pour les PME qui apparemment, d'après les statistiques, ne consomment pas beaucoup de formation continue. Alors, nous avons une ligne avec l'Union patronale suisse qui s'appelle Lifelong Learning. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser autant les employeurs que les employés sur la nécessité de se former tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'asseoir juste sur ses acquis. Vu que les technologies changent, les méthodologies changent, il faut se former en permanence. Et ça représente un vrai défi pour les PME. En plus, les pronostics sont que la formation continue va gagner en importance et que ça doit vraiment faire partie d'une stratégie d'ensemble des PME. Pour permettre à la fois aux PME en tant qu'entreprise et aux employés de rester agiles et compétents dans un monde de travail qui se transforme extrêmement vite. Donc, je vous souhaite de bien profiter de cet échange et je repasse la parole à Suzanne. Merci beaucoup, Danielle. Donc, permettez-moi maintenant de dire 2-3 mots sur Businessin. En fait, nous sommes une plateforme de connexion de PME avec des acteurs d'innovation tels que les startups, mais aussi, par exemple, les instituts de recherche. Et nous agissons sous forme d'événements et d'ateliers de digitalisation, mais plus récemment aussi d'innovation.
Et ces ateliers sont soit des ateliers de co-création entre diverses PME qui s'assiedent autour d'une table, mais ça peut être aussi des ateliers pratiques sur une thématique donnée qui est par exemple le marketing digital, comment optimiser votre visibilité tout en restant efficace en termes d'investissement. Et l'année prochaine, nous lançons aussi des ateliers d'innovation qui ne se consacrent pas qu'à la digitalisation, mais plutôt à une forme d'agilité en entreprise, c'est-à-dire comment une PME peut-elle à la fois exploiter ses ressources, mais également explorer des terrains inconnus dans une forme de sécurité, puisqu'elle va dédier juste une partie de son staff à cette exploration. Donc, je me réjouis de vous donner plus de nouvelles par rapport à ces programmes. Avant de vraiment donner la parole aux intervenants aujourd'hui, juste une petite nouvelle intéressante pour certains, c'est que nous offrons des abonnements de PME Magazine, qui est notre partenaire de cet événement. Et nous en avons un certain nombre limité. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas effectivement à nous écrire sur info@businessin.ch. Et là, je vais arrêter de partager mon écran et je vais donner la parole à Moïna, qui va donc présenter Romain Castella et Jean Respen, qui vont être les intervenants d'aujourd'hui. Voilà. Donc, normalement, tout le monde doit bien voir mon écran. Donc, bienvenue à tous à cette présentation de la numérisation et métier de tradition, donc l'exemple du vacherin fribourgeois, en collaboration donc avec l'entreprise Doutix. Juste un petit aperçu de l'agenda aujourd'hui. Donc, la première partie donc, sera consacrée au vacherin fribourgeois et après une petite partie sur la présentation d'Outix et la digitalisation des entreprises. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Romain Castella, qui est donc le directeur de l'interprofession du vacherin fribourgeois AOP. Bonne présentation à tout le monde. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez au vacherin fribourgeois AOP et à son développement, notamment digital pour cette occasion. Et puis, nous adressons également un grand merci à Businessin et à Digital Switzerland, ainsi qu'à Doutix, parce que c'est par son intermédiaire que cette présentation nous est offerte ce matin pour parler du cas de l'interprofession du vacherin fribourgeois et de son processus de digitalisation et surtout de parler finalement de notre expérience. Sachant bien que vous êtes connectés pour parler de digitalisation aujourd'hui, je me permettrai de vous présenter dans les grandes lignes notre produit AOP et l'interprofession qu'il gère, pour poser le cadre. Ensuite, nous passerons bien sûr dans le vif du sujet avec les éléments que nous avons déjà développés au niveau de la digitalisation en collaboration avec l'entreprise Doutix, et puis aussi des projets que nous sommes en cours d'élaboration avec l'entreprise, et enfin des futurs défis qui nous attendent concernant la digitalisation. Ne venant pas du domaine technique, informatique, digital et autres, je me permettrai de parler d'une manière très pragmatique de notre expérience et de nos attentes. Sans employer de discours savants, je pense qu'on reflète aussi ce que ressentent les PME et dans quel état d'esprit elles peuvent entreprendre un processus de digitalisation. Concernant l'histoire du vacherin fribourgeois qui a débuté il y a maintenant 600 ans dans les chaudières du canton de Fribourg et qui est fortement lié déjà à l'époque par la fabrication du gruyère. Bien sûr que cette histoire passionnante, je pourrais vous épiloguer. Il y a tous un qui s'arrête de dire bonjour, t'encourager pour les derniers mètres. Je réagis encore comme ça. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, si vous pouvez le fermer peut-être, ce serait parfait. Merci. Donc, cette histoire passionnante, je pourrais vous la raconter pendant des heures, vous épiloguer sur plein d'anecdotes. Ça, je pourrais le faire dans une autre démonstration qui parlerait essentiellement de l'histoire du vacherin fribourgeois.
permettez-moi aujourd'hui de parler plutôt de quelques éléments clés liés au présent et à notre fromage à pâte mi-dure qui est transformé et affiné uniquement sur le territoire fribourgeois avec un lait sans ensilage issu de 800 producteurs de la même zone géographique. Notre interprofession fut fondée en 1995 dans le but de regrouper les acteurs de la filière et déposer une demande de protection via l'appellation d'origine protégée. À l'époque, appellation d'origine contrôlée. Cette dernière a été fédérale de l'agriculture en 2005. Il a donc fallu... Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un de vous a son micro peut-être ouvert et parle notamment au téléphone avec d'autres personnes? Ce serait gentil de le mettre sous sourdine. Merci bien. Donc, 10 ans pour obtenir l'AOP du vacherin fribourgeois, c'est beaucoup et c'est peu à la fois sur une histoire de 600 ans de produits. Je vais aussi vous démontrer que depuis l'interprofession, depuis sa fondation, et ce que disait Suzanne tout à l'heure est totalement vrai aussi dans notre cas, des organisations, des métiers, des produits artisanaux ancestraux comme les nôtres ont survécu parce qu'il y a eu une adaptation au fil des années dans les méthodes de fabrication, dans les méthodes de promouvoir, dans les méthodes d'apprentissage, de formation, etc. Notamment également des visionnaires à l'époque qui ont entrepris des grands chantiers. Et bien sûr que sans bouger, ces produits seraient tout simplement plus existants aujourd'hui. Et par chance, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir plutôt un produit qui est sur une belle courbe montante et pas le contraire, et de s'inscrire dans une histoire de plusieurs centaines d'années en essayant de respecter l'histoire, mais aussi en appréhendant le présent et le futur. Notre interprofession encore est aussi un exemple de PME, puisque malgré le fait qu'on représente un nombre de membres très important, près de 1000 dans le canton de Fribourg qui sont concernés par le vacherin fribourgeois et membres de notre interprofession, l'équipe de l'interprofession qui gère la marque et ses différentes tâches est composée de 5 à 6 personnes dans des domaines d'activité qui sont extrêmement différents, depuis la technique, la gestion au marketing. Et nous avons la chance, depuis le début de l'interprofession du vacherin fribourgeois, d'être soutenus, notamment par un mandat de gestion auprès de la Fédération patronale et économique à Bulle, là où nous avons le siège de notre interprofession, et qui dispose de tous les services de secrétariat, comptabilité, informatique, ressources humaines, et qui peuvent nous accompagner dans toutes ces tâches avec du personnel qualifié pour les mener à bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'interprofession, malgré sa petite taille en tant que PME, a pu se construire au fil de ces 25 dernières années avec des critères très professionnels. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, Mwena, la 4. Juste vis-à-vis de ce que fait l'interprofession et de ses tâches, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais les principales et qui concernent aussi des processus de digitalisation, eh bien, c'est de veiller au respect de l'appellation et à l'usage de la marque. On est le garant de cette marque, malgré le fait qu'elle soit publique, qu'elle soit octroyée par l'Office fédéral de l'agriculture. C'est l'interprofession qui est, elle, de droit privé, qui doit garantir son appellation. Ensuite, depuis toujours, on doit garantir l'authenticité du vacherin fribourgeois. Le cahier des charges est très précis vis-à-vis de ce que doit être ce fromage et nous devons le contrôler pour garantir ceci sur le marché. Ensuite, nous maintenons sa qualité tout en favorisant la mise sur pied de procédés qui sont propres à des améliorations. Typiquement, mise en place de procédés propres qui peuvent améliorer les conditions du vacherin, etc. La digitalisation, pour nous, en fait parfaitement partie. On doit promouvoir le vacherin fribourgeois, c'est ce que nous faisons maintenant depuis une vingtaine d'années. Et enfin, coordonner et gérer la production, car nous travaillons sous forme de quotas qui sont octroyés à chaque unité de production, les fabricants, et
aussi à chaque producteur de lait pour planifier la production en lien avec le marché pour éviter des effets de montagne russe entre la production et le marché qui ont aussi une forte incidence, comme vous le savez, sur le prix si l'offre n'est pas calée avec la demande. On parlera aussi de ce point-là tout à l'heure dans les projets de l'interprofession, car il pourrait à l'avenir avoir un fort lien avec la digitalisation. Prochaine slide, quelques chiffres sur l'évolution de l'interprofession et puis aussi qui démontrent le challenge qui nous attend à l'avenir pour gérer finalement l'ensemble de ces chiffres. Ici, on voit un graphique depuis 2005 avec l'évolution de la production. Un chiffre au début, au moment où la filière a commencé à se structurer, à répertorier qui fabrique du vacherin fribourgeois, à quelle quantité, etc. On était dans les années 1990, on parlait déjà de faire des structures. Il en existait d'ailleurs déjà une à l'époque qui regroupait les producteurs, certains fabricants et des affineurs. On avait 1500 tonnes de vacherin fribourgeois qui étaient transformés dans le canton. En 1995, au début de l'interprofession, c'était près de 2000. Et aujourd'hui, cette année, après 15 ans d'AOP, on parle de 3000 tonnes. Alors bien entendu, si on n'avait pas l'année 2020 Covid, je vous dirais, cette année, nous dépasserons les 3000 tonnes avec une forte certitude. Malheureusement, on a aussi été pénalisé par ce virus, surtout en mars et avril sur les marchés nationaux et étrangers, notamment liés à la consommation de fondue. Et nous avons pour le moment pas rattrapé ce que nous avons perdu. Par contre, nous avons des bonnes nouvelles, c'est que depuis l'été, les chiffres sont excellents pour nous, y compris à l'export, et nous permettent de voir la fin de l'année avec sérénité. Voyez aussi l'influence de pouvoir obtenir des chiffres précis pour évaluer les marchés. Nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui à pouvoir les avoir par des systèmes traditionnels de récupération de données que nous avons pu connaître dans les dernières décennies. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas précises, parce qu'elles ne sont pas spontanées, obligatoires, etc. Et puis dans ce sens, par exemple, si vous voyez qu'aujourd'hui on exporte pour l'année 2019 près de 350 000 kilos, ce qui est un peu plus de 10% de la production de vacherin fribourgeois, eh bien, on ne peut avoir les chiffres que du vacherin fribourgeois qui est exporté en meule, en produit. Tout le vacherin fribourgeois qui est exporté au travers des mélanges fondus, notamment ce qui concerne aussi des grandes quantités, ne peuvent pas être répertoriés parce que nous n'avons aujourd'hui pas les moyens de le faire, étant donné que c'est fait par des entreprises tierces du marché, du commerce, et puis que ces chiffres seraient extrêmement fastidieux à pouvoir répertorier proprement pour le vacherin fribourgeois. Là aussi, la digitalisation et la numérisation pourraient nous aider. Vous voyez également, on en parlera tout à l'heure de la répression des fraudes. 65% du vacherin fribourgeois est consommé aujourd'hui au travers de la fondue moitié-moitié, fondue au vacherin, mais aussi d'innombrables mélanges fondus en Suisse à l'étranger qui sont transformés avec d'autres produits, des fois AOP, des fois non, des fois locaux, etc. Le vacherin fribourgeois en Suisse et à l'étranger est connu pour absolument sublimer un mélange fondu, et ça, on n'a pas besoin de vous le prouver aujourd'hui. Mais pour nous, pour la traçabilité du produit, c'est aussi un challenge de pouvoir, avec un produit transformé par des entreprises qui ne sont plus membres, qui ne sont pas membres de l'interprofession du vacherin fribourgeois, qui ne sont pas assises dans le canton de Fribourg, eh bien, on a une sorte de déconnexion liée à l'achat, la transformation et la revente du produit. Et ça, c'est un élément que nous devons améliorer à l'avenir. Aussi, nous sommes distribués au niveau suisse, partout sur le territoire, surtout par la grande distribution. Et puis là, on en parlera aussi tout à l'heure peut-être sur un point lié au marketing et à la numérisation, à la digitalisation. Avec environ 1000 membres, comme je le disais, comme ce qui concerne notre interprofession, on doit composer avec les compétences et l'acceptance de chacun d'entre eux.
Et on ne peut pas imposer de manière de faire à la branche, finalement, sans risquer d'éventuels conflits avec la base. Nous avons, en tant qu'interprofession, je l'ai dit tout à l'heure, de droit privé, l'obligation de contrôle, de certification de tous les AOP, même chez des entreprises qui ne seraient pas membres et cotisants de l'interprofession. Et par contre, le producteur, le fabricant n'a pas l'obligation absolue de contribuer et de faire partie de cette filière au sens de la gestion. Et dans ce cadre-là, à chaque fois que nous voulons développer de nouveaux processus, imposer de nouvelles règles, on doit le faire avec l'ensemble de nos membres et pas seulement l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble de la filière, pour que tout le monde évolue ensemble et d'une manière, on va dire, motivée, parce que l'obligation chez nous ne marche pas. Donc, on a dû apprendre à faire ça. Autant dans une PME, un patron doit essayer avec ses collaborateurs d'avoir une certaine motivation et de montrer que c'est le collaborateur qui veut et qui trouve un intérêt à modifier les manières de faire, notamment au travers de la digitalisation. Pour notre part, ça va encore au-delà, où en plus de la motivation, on doit aussi avoir l'acceptance et la possibilité d'avoir une filière qui évolue, si possible, en même temps. Je le disais aussi, l'article de blog de Suzanne vis-à-vis de bilan la semaine dernière, qui est apparu la semaine dernière, je crois. C'est vrai qu'il faut aussi accepter dans un système comme le nôtre d'avoir peut-être dans un certain temps un système à 2 vitesses qui permet à une génération qui est habituée ou qui veut être formée et qui est d'accord de prendre des risques en sortant finalement de la zone de confort habituelle pour digitaliser des processus et utiliser des outils informatiques, et puis tout en gardant, pendant des délais transitoires, la possibilité pour une autre partie de continuer à évoluer avec des formats papier, etc. Ça peut aussi être dans le cadre de changements générationnels avec l'ancienne garde qui part bientôt à la retraite et puis les jeunes qui arrivent. Par contre, par expérience, ce que nous avons pu remarquer, c'est qu'en tout cas dans le domaine où nous avons des fabricants, des entreprises, des producteurs qui ont finalement des formations qui sont identiques, mais une volonté de formation continue ou de recherche, etc., par eux-mêmes, que ce n'est pas forcément les générations qui font qu'on a envie de se lancer dans la digitalisation, mais plus finalement l'ouverture à des choses nouvelles, et puis aussi l'esprit d'entrepreneur, la volonté de s'adapter au marché d'aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, pour nous, la digitalisation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obliger, qu'on peut imposer à nos membres. Tout ce qui n'est pas dans notre cahier des charges, le cahier des charges a été construit à partir de 1990. Donc, à cette époque-là, on ne parlait pas de digitalisation, on ne trouvait pas l'article 8 qui dit « vous serez obligé plus tard de digitaliser les processus ». C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans un premier processus impliquant les collaborateurs et en utilisant les bases de données existantes afin de ne pas changer le quotidien de nos membres ou très peu. Je vais vous en parler. Suivant cette idée, nous avons débuté par la digitalisation du processus de taxation. Les taxations, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, c'est lorsque nous nous rendons dans les caves chez chaque fabricant. Chaque fabricant doit être taxé toutes les quinzaines du mois pour qu'on puisse sonder, examiner l'extérieur du vacherin fribourgeois, la hauteur, la taille. Tout doit correspondre au cahier des charges. Bien sûr, le goût, l'ouverture. Au moment où on va sonder le fromage, on va regarder qu'il n'y a pas des bulles d'air ou autre chose comme ça, des défauts qui seraient cachés et qui pourraient se retrouver plus tard. Et ça, bien entendu, aujourd'hui, on n'a encore pas de machine pour le faire et nous ne voudrions pas. L'aspect humain, l'aspect de la qualification de notre personnel qui fait ça, interne et externe, est primordial. Pour nous, le toucher, le senti, l'appréciation de chaque cave en fonction de la région est primordial.
Pourquoi? Parce que sur une centaine de fabricants et de sociétés de laiterie qui sont dans le canton de Fribourg, chaque fabricant a des spécificités liées à son terroir, liées à la météo, liées à la saison, etc. Et ça, actuellement, seul un homme d'expérience ou une femme, qu'on soit clair, je parle ici pour les deux, peut le faire avec son palais, avec son toucher, avec ses yeux. Mais par contre, si on peut faire ce travail et qu'on a besoin de qualité pour faire ce travail, on doit remarquer que tout le processus de notation par la suite administratif qui va suivre cette taxation, avec des documents officiels qui doivent être transmis, avec de l'archivage, etc., eh bien, tous ces processus-là nous prenaient un temps qui était immense. Auparavant, pour une matinée de taxation, on était tout l'après-midi au bureau pour faire ça. Je ne vous cache pas qu'une personne qui se plaît et qui est formée sur le produit, un maître fromager, un ingénieur qui a fait l'étude dans l'agroalimentaire, etc., et qui aime le produit, qui aime le terrain, qui aime le conseil avec ses confrères, etc., du métier, n'aime pas forcément les longues après-midi de bureau. Si vous avez commencé à 5 heures du matin à visiter des unités dans le canton de Fribourg au froid, à 13h30, ce n'est pas votre tasse de thé de faire encore des heures de bureau. Et pour cela, on a voulu, avec Dutix, développer véritablement un processus qui puisse être au centre du produit, du travail, mais qui allait enlever une partie, la plus grande possible, de ces tâches administratives. Nous remarquions aussi lors de ces saisies manuscrites faites par l'homme, par nos collaborateurs, c'est qu'il y avait bien sûr des possibilités d'erreur. Lorsque vous reprenez des saisies de matinée entière avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de personnes qui doivent ensuite faire des moyennes, avec un environnement voilà, humide, etc., des fois pas toujours très bien éclairé dans les caves, eh bien, le potentiel d'erreur est très important. Donc, beaucoup de saisies, des erreurs possibles, il y en a eu, elles ont été corrigées, mais il y en a eu et c'est jamais agréable, notamment quand même pour la crédibilité de l'interprofession qui doit être irréprochable sur ces dossiers-là, d'éventuelles pertes de données. Nous sommes dans l'obligation de garder et archiver les données annuelles et de chaque taxation. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème dans quelques mois sur le marché lié à un produit, on doit pouvoir retrouver qui a taxé à quel moment, quel lot, quelles analyses ont été faites, où sont ces analyses et comment retrouver la marchandise. Donc, on a ce devoir aussi sur le sujet de la sécurité alimentaire et bien sûr l'archivage et le stockage des données pour qu'elles soient disponibles à chaque instant, aussi pour les contrôles qui sont faits dans les cas. La deuxième phase en cours est la digitalisation de la gestion des quantités, les contrôles de marque. Ici, il s'agira avant tout de reprendre les données informatiques et manuscrites existantes, également au travers d'autres organisations et de la part de nos membres. Ici, c'est un dossier qui économisera peut-être un petit peu moins de temps qu'aujourd'hui avec les taxations vis-à-vis de l'administration du vacherin fribourgeois, mais à l'échelle de chaque membre de l'interprofession et à l'échelle de chaque mois où l'on doit retranscrire ces données, on aura un gain de temps global à chaque échelon qui devrait être intéressant. Ce qui nous intéresse le plus dans ce processus de gestion des quantités à digitaliser, c'est l'absence d'erreurs lors de saisies multiples et d'enregistrements. Aujourd'hui, on travaille avec des chiffres Excel. Les données que nous recevons d'une fiduciaire qui travaille pour le compte de la Confédération pour répertorier tous les kilos de lait qui sont transformés chez nos membres et qui doivent nous les transmettre sont repris manuellement par les personnes de notre administration. Les chiffres qui sont transmis par nos membres liés à leur production sont aussi transmis annuellement pour le double contrôle. Et tout ça se fait aujourd'hui avec des fichiers, des bases, certains envoyés en PDF, certains par courrier, etc. On peut clairement dire qu'on n'est plus du tout dans un air du temps qui peut être admis à l'heure actuelle avec les moyens qui sont à disposition. Donc, ce problème-là, nous sommes en train de le mettre en place et de le résoudre avec Dutix. Et puis, on a beaucoup d'espoir vis-à-vis de ça, notamment dans la sécurité des données.
Revenons aux taxations, donc ce processus de digitalisation qui a été mis en œuvre sur le terrain avec succès durant l'année 2020. Ici, on peut vous parler d'expérience puisque toute l'année de taxation 2020 a pu être faite avec ce modèle de digitalisation. Lorsque nous avons rencontré Doutix pour la première fois, nous leur avons parlé des problèmes rencontrés par l'IPVF dans ce domaine. Je viens de vous en parler. Ici, je peux peut-être vous montrer notamment les fiches de taxation qui étaient faites à la base et que chaque taxateur devait faire le matin, comme je vous le disais, dans des cas. Nos gens revenaient par la suite au bureau pour reprendre ce genre de fiches de données. Ce genre de fiches que vous voyez là, c'est toutes les quinzaines, 2 à 3 fois par semaine, des taxations dans des caves avec plusieurs lots qui sont faits, chaque fois une fiche comme celle-ci, fois 2 à 3 taxateurs. Nous devons avoir plusieurs taxateurs sur le lieu, bien sûr, pour avoir une pondération de l'humeur aussi de la personne, de l'humain sur le lieu de taxation. Et vous avez à chaque fois 4 chiffres qui vont donner une moyenne sur 20 points, 4 fois 5. Il y en a encore une supplémentaire qui n'est pas prise en compte par la Charte bourgeoise, c'est la qualité de fonte. C'est une appréciation générale que nous donnons à nos membres, notamment pour la mise sur le marché du produit, pour d'éventuels mélanges fondus ou pour une destinée plutôt à la coupe. Nous constatons, c'est que lorsqu'il y avait ces moyennes à faire, etc., il y avait toujours aussi certaines fois une discussion avec nos taxateurs, quelque chose que nous n'aimions pas du tout, parce que bien entendu qu'une fois que les chiffres sont donnés, ils doivent rester, et surtout ils doivent conclure à une moyenne. Et ça, l'humain, malheureusement, par sa perception, à un moment donné où on ouvre de nouveau la discussion, où on dit moi j'ai mis 4, toi tu as mis plutôt 4,5 sur quel on va pencher, etc. C'est quelque chose que l'on ne voulait plus admettre, mais qui reste humain si on le fait sur le terrain, alors qu'une machine aujourd'hui ne va plus le faire. Ça veut dire qu'une fois que la note est donnée par l'un des taxateurs et inscrite, et dans ce sens-là, elle va octroyer après avec une mise en œuvre de moyenne entre les différents taxateurs qui est fait automatiquement, va permettre d'avoir quelque chose de très sûr et sécuritaire aussi vis-à-vis de celui qui reçoit la note, donc du fabricant. Pour vous dire aussi pourquoi est-ce qu'on est rentré en discussion plutôt avec Doutix qu'avec un autre partenaire au moment où l'on faisait des recherches sur le marché en 2019. On nous a présenté plusieurs systèmes de gestion, logiciels et autres qui existaient sur le marché et qui étaient utilisés dans des domaines de l'agroalimentaire. Souvent, ces logiciels qui sont utilisés ont été faits pour des domaines bien précis et qui servent, alors, si on parle une fois de comptabilité ou de gestion de processus, etc. à l'interne, je pense que beaucoup de PME peuvent s'adapter à quelque chose d'existant et ainsi à moindre coût qui peuvent digitaliser leur démarche. À chaque fois que nous avons analysé comment se passaient ces logiciels et comment est-ce qu'on pourrait les adapter pour que ça marche pour nous, on a remarqué que malheureusement, c'était à nous de s'adapter et d'adapter notre métier aux logiciels existants et pas l'inverse. Et à un moment donné, on a remarqué qu'avec une entreprise locale qui comprenait nos problèmes, c'est quand même la clé pour réussir un projet dans des courts délais et pour arriver au résultat qu'on avait imaginé au début, c'est d'avoir 2 unités qui se comprennent. D'une part, une PME qui a un problème doit arriver à l'expliquer d'une manière suffisamment claire et vulgarisée pour que la société de programmation, de construction de logiciels puisse la comprendre. Et en face, les informaticiens, etc., les gens qui sont spécifiques dans le domaine de la digitalisation doivent arriver à expliquer comment sont construites les choses et à quel degré on va pouvoir arriver de satisfaction à la fin, quel résultat on aura. Ce qu'on a fait également, c'est que pendant tous les mois de construction, avec la chef de projet, avec Moena Papo, qui suivait notre dossier, nous avons fait des pointages très régulièrement sur le terrain, notamment pour aller dans les cas, pour aller faire des taxations avec nos gens, pour voir tout le matériel administratif qui était mis en place, quel document on va devoir envoyer, quel processus est utilisé aujourd'hui physiquement.
Et très souvent, pendant que le programme était en cours, on a checké avec notre personnel et avec les taxateurs auxiliaires qui vont dans les caves, qui sont des maîtres fromagers. Très souvent, nous les avons intégrés dans ce processus de développement pour qu'ils puissent aussi amener leur expérience en disant non, vous ne pouvez pas, si on écrit ça comme ça, ou si c'est présenté comme ça, ou si la moyenne est faite ainsi, ça ne va pas. On doit pouvoir obtenir une moyenne qui est tout de suite ici, qui est en ligne, etc. Donc, le fait d'impliquer les gens de la base et du terrain avec ce processus et d'avoir une société qui développe et qui s'implique véritablement dans le métier de celui qui a un problème a permis d'avoir très très peu d'allers-retours et finalement à la mise sur pied, sur le réel du produit, on avait quelque chose qui correspondait à nos attentes. Il y a eu quelques petits ajustements qui ont dû être faits au début de l'utilisation, ça c'est indéniable, mais on a quand même constaté que le processus de construction de ce programme a particulièrement bien marché. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, avec cette nouvelle fiche qui est transmise à la suite des taxations, eh bien, tout simplement, aujourd'hui, une fois que nos taxateurs sont passés dans les caves, eh bien, les notes ont été saisies sur des tablettes par chaque taxateur. La moyenne des deux tablettes est directement effectuée sur la tablette de l'administrateur. L'administrateur est le seul à pouvoir valider les données et les enregistrer définitivement. Au moment où les données sont enregistrées, elles sont également sauvegardées sur le serveur et elles génèrent un mail automatique qui va donner cette fiche de taxation qui était à l'époque faite à la main, remplie par le taxateur, comme je vous l'ai dit, après les taxations, qui reprenait l'ensemble des chiffres et puis qui transmettait ça par courrier, par correspondance au fabricant. Aujourd'hui, le fabricant qui est taxé le matin, il reçoit instantanément sa fiche de taxation. Pour le moment, on demande à l'administrateur de valider chaque fiche avant qu'elle soit transmise par email, mais par forme de sécurité aujourd'hui pour toujours bien checker que le système fonctionne vu qu'on est encore dans une phase de mise sur le marché. Mais il pourrait tout à fait à l'avenir partir tout de suite et instantanément parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a, pour ainsi dire, plus d'erreurs sur ces fichiers. Quels avantages? C'est la rapidité, bien sûr, aussi pour le fabricant, parce qu'à partir du moment qu'il a reçu sa fiche de taxation, sa marchandise est libérée et elle peut être vendue. Et quand on est dans un marché très tendu, comme en ce moment pendant l'hiver, où la marchandise attend pour être libérée, notamment après 9 semaines d'affinage, les jours sont comptés pour pouvoir avoir l'accréditation de l'interprofession pour dire j'ai à partir de ce moment le droit de vendre cette marchandise. À l'inverse, s'il devait y avoir un problème lié à la marque du vacherin fribourgeois, non-respect du cahier des charges, mauvaise identification, mauvais produit, etc., séance tenante, le fabricant doit se faire retirer sa marchandise, éventuellement du marché, éventuellement en tout cas des marques de vacherin fribourgeois. Et ça doit aussi être fait le plus rapidement possible pour éviter des erreurs sur le marché. Donc, le gain de temps pour nous dans ce processus-là, il est très très clair. Il a été prouvé pendant l'année 2020. C'était avant, d'une manière manuelle, en tout cas 2 heures, voire plus, de travail à la suite de chaque matinée de taxation. Aujourd'hui, elles sont réduites à une demi-heure parce qu'on fait encore ces contrôles avant l'envoi des mailings. C'est simplement une petite vision pour checker, tout est en ordre. Et ça, c'est 2 à 3 fois par semaine. Pour dire aussi, en qualité de petite structure, ce n'est pas pour nous un processus, une volonté de vouloir diminuer la masse salariale à tout prix et de vouloir diminuer l'humain qui est au centre de nos préoccupations. C'est bien de pouvoir utiliser les compétences de nos personnes pour des tâches qui sont très utiles. Et notamment, ces heures récupérées nous permettent de faire davantage de contrôle dans les caves, davantage de répression des fraudes, davantage de conseils, de formation pour nos membres. Et je peux vous dire qu'elles sont bien plus utiles pour la branche et pour nos structures que des ingrates saisies
dans un bureau. Donc, pour nous, vous l'aurez compris, les résultats attendus de cette première partie sont très concluants. De plus, pour dire un mot aussi sur l'acceptation de la part de nos personnes qui ont été dans les caves. Bon, bien sûr, pour eux, à la base, c'est prendre des notes sur une tablette au lieu de sur papier. Alors, quelques-uns au début disaient c'est pas la même chose parce qu'on a l'habitude de tout toucher, etc. Puis même un carnet, on garde nos carnets après à la maison. Puis beaucoup étaient fiers d'avoir 15 ans de taxation et des piles de carnets de taxation qui étaient faits. J'ai là, par exemple, quelques carnets de taxation qu'on a dans nos archives. C'est assez bonheur d'avoir des caves pleines, remplies de carnets de chaque producteur. Alors, je peux admirer l'écriture des uns qui sont passés au fil des années, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire de la reprise des données avec des supports comme ça. Il faudrait du personnel pas possible pour faire des travaux qui ne servent à pas grand-chose. Ce que je remarque aussi, c'est que le fait que les collaborateurs, y compris les externes, aient pu être intégrés au processus, a fait qu'ils ont eu vraiment l'impression qu'on faisait quelque chose finalement pour eux, pas pour nous, pour l'interprofession, pas pour le produit, mais pour eux en qualité de collaborateurs pour améliorer leur quotidien. Et ça, je pense aussi que c'est important pour finalement qu'ils soient heureux que le système fonctionne au lieu d'y trouver des défauts qui n'existeraient pas. Donc, je dirais qu'avant tout, avant le souci économique, d'économie de personnel, d'économie d'heures, pour nous, c'était le souci du degré de sécurité, de faire mieux, d'avoir plus de crédibilité, d'avoir des meilleurs éléments, plus de rapidité, etc. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est réussi. Peut-être encore une chose sur les projets en cours et actuels. Je vous ai parlé de la gestion des quantités que nous sommes en train de développer. Très, très important pour nous, pour la sécurité et pour l'avenir. Ce que nous souhaitons digitaliser dans le processus de notre vacherin fribourgeois, c'est la surveillance du marché et des stocks. Parce qu'aujourd'hui, nous savons jusqu'au moment où le produit a 9 semaines, quelle quantité nous avons, comment elle est, etc. Par contre, une fois que le produit part un peu plus loin et est chez des commerçants, des affineurs qui ne sont pas membres de l'interprofession, nous n'avons plus dans le viseur les quantités qui sont finalement vendues, mais qui ne sont encore pas consommées. Et ça veut dire que nous devons, pour planifier les quantités à produire, notamment sur les périodes de l'année, pour être en adéquation avec le marché, nous devons aujourd'hui aller un petit peu à vue, avec le nez, en sentant un peu le commerce, et nous aimerions être beaucoup plus finalement numérisés dans ce sens-là. Et à notre avis, la digitalisation pourrait permettre, avec des codes, etc., manière de savoir où est le vacherin, donc la meule de vacherin qui a été fabriquée à Charmey le 12 novembre, on pourrait savoir et la suivre jusqu'au moment où elle est réellement coupée sur le marché, puis que là, elle est consommée. Jusqu'au moment où le vacherin n'est pas consommé, il n'est pas vendu, on est d'accord. Deuxième élément qui est très fortement lié avec le marketing, c'est garantir la traçabilité du vacherin jusqu'au dernier morceau, aussi pour apporter une histoire aux consommateurs. Vous en avez déjà certainement fait l'expérience. Si vous achetez du vacherin fribourgeois chez le fabricant dans sa vitrine, dans une fromagerie de village ou à l'alpage dans le canton de Fribourg, vous aurez ce sentiment de sécurité parce que celui qui l'a fabriqué sur le lieu même où vous l'achetez va pouvoir vous dire, voilà, ce vacherin fribourgeois, il a été transformé, il a été fabriqué il y a quelques mois en arrière. Vous allez peut-être encore voir passer le producteur qui vient livrer son lait. Tout ça est fait dans un microcosme de quelques kilomètres, dans un environnement dans lequel vous êtes. Mais si vous êtes au Canada ou bien au Japon, vous perdez complètement ce lien avec l'histoire du vacherin fribourgeois et avec son environnement. Et dans ce cadre-là, pour être plus proche de la vente et pouvoir apporter une plus-value promotionnelle sur le packaging du vacherin fribourgeois, on pense qu'on aurait un intérêt à pouvoir digitaliser le packaging de nos vacherins fribourgeois et de pouvoir très clairement, après, avec une identification liée, bien entendu, à notre site Internet, avec les réseaux sociaux, etc., lier l'histoire, l'identification de la production. Mon rêve est que n'importe où dans le monde, au moment où on scanne un morceau de vacherin fribourgeois, on puisse avoir à l'écran, dans son milieu,
le producteur de lait, le fabricant, le réel fabricant, pas un des fabricants, le fabricant qui a fait ce morceau de vache fribourgeois plusieurs mois avant à l'alpage ou au bord du lac de Bora. Ça, c'est un challenge que nous avons et qui servira le marketing de notre branche, parce qu'il faut dire que nous avons une spécificité dans une interprofession comme la nôtre, c'est que nous devons promouvoir le produit, mais nous ne le vendons pas. Ce n'est pas dans nos attributions de vendre le produit. Ça veut dire qu'une fois que le produit est sur le marché, on doit trouver d'autres supercheries pour garder un lien entre la promotion que nous mettons à disposition et l'achat final du consommateur. Et on l'a bien compris, pour un produit traditionnel comme le nôtre, le but est de garantir un produit artisanal, mais de pouvoir développer un système de gestion qui soit d'actualité et même d'avant-garde pour garantir la sécurité alimentaire. Pour vous dire aussi, ce n'est pas une question de taille ou de moyens. Dans le grand domaine des AOP-GP ou des producteurs de fromage en Suisse, nous produisons 3000 tonnes. Donne un exemple, le gruyère AOP, c'est 30 000 tonnes, 10 fois plus. Si vous prenez le comté, qui est une AOP française, c'est 60 000 tonnes. Et je ne vous parle pas de fabrication hollandaise ou autres qui font des centaines de milliers de tonnes dans les mêmes structures. Donc, on a ce challenge, l'artisanat, des petits moyens, mais d'être dans le vent et d'utiliser ces moyens peut-être encore avant les autres pour être plus pertinent et plus performant sur le marché. Pour résumer, gain de temps indéniable, on l'a prouvé. J'espère que les prochains processus en cours vont également nous permettre de le prouver. Plus de sécurité pour nous et enfin l'optimisation des processus. Je pense que là, la plus-value, elle est surtout pour l'humain avant tout, et elle met mieux en valeur le savoir-faire de chacun et finalement son expérience professionnelle, ses disponibilités, etc. Et je peux vous dire, pour des collaborateurs qui ont 55, 58, 62 ans et qui ont presque dû se mettre malgré eux sur un ordinateur, qui sont hyper contents de savoir utiliser Enter avec Word, le fait de travailler aujourd'hui avec des tablettes, de voir que c'est sécurisé, de voir qu'il n'y a plus d'erreurs, de voir que ça va vite, etc., puis qu'on fait ça pour eux, c'est gratifiant et on a plutôt des retours très positifs de ce côté-là, de la branche également. Voilà, je vous remercie grandement pour votre intérêt. J'ai peut-être été un peu plus long que prévu, ça c'est mon grand défaut. Et je passe la parole volontiers maintenant à Jean Respen pour parler de ce qu'il y a derrière finalement cette digitalisation des tâches. Merci. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Romain pour toutes ces paroles, ces explications du projet. C'était très intéressant parce que moi, j'ai une connaissance un peu externe, je dirais, au projet. Je trouvais très intéressant de me rendre compte de l'impact que ça avait aussi par rapport à votre structure. Donc, déjà, un grand merci pour ces éclairages. Donc, juste pour un tout petit peu rapidement vous présenter Doutix. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 2015. On est basé à Bulle, dans le canton de Gruyère aussi, donc on n'est pas très loin du Vacherin. On est 8 collaborateurs qui sont répartis pour la moitié dans la partie vraiment développement et l'autre moitié qui est dans la partie plus gestion de projet, suivi des clients, vente également, et puis une petite partie pour l'administratif. Voilà, l'administratif, c'est surtout moi qui m'en occupe, donc on est vraiment une petite partie là-dedans. Notre mission à nous, c'est de développer des outils digitaux simples qui feront gagner du temps et de l'argent aux entreprises. Donc, on a vraiment pour objectif de trouver les problématiques, de comprendre les problématiques des entreprises et de proposer des solutions digitales qui permettent de résoudre ces problématiques-là pour proposer vraiment un gain de temps et donc un gain financier aussi derrière pour ces entreprises-là en se digitalisant. Pourquoi est-ce qu'en fait on doit se digitaliser? Il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc la société, elle a beaucoup évolué. Aussi les moyens mis à disposition ont évolué. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a accès à un ordinateur, un portable, etc. Et ça a beaucoup évolué. C'était pas vraiment le cas avant. Il y a eu encore une grande accélération, malheureusement, avec ce qui est arrivé avec la pandémie, donc la Covid-19 qui est arrivée cette année, parce que les entreprises se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas continuer à devoir accéder à des documents papier, à devoir tout remplir sur papier, à se transmettre les documents de façon papier, puisque beaucoup de collaborateurs allaient soit être mis en télétravail, soit allaient
plus bosser à d'autres endroits, finalement répartir avec les équipes de travail au niveau de l'entreprise. C'est aussi un avantage concurrentiel parce que finalement, si nous, on a fait l'avantage, nous, on a fait le pas d'avant de se digitaliser, notre concurrent qui ne l'a pas fait, il va continuer à avoir des coûts élevés au niveau de l'administratif, des coûts élevés au niveau de la gestion, parce que nous, on va réussir, nous, en tant qu'entreprise digitalisée, on va réussir finalement à couper. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là aussi. C'est important pour aussi optimiser les processus. On s'intéresse toujours à comment est-ce que vous fonctionnez. On va toujours essayer de vous challenger aussi un petit peu votre façon de travailler parce que souvent les PME, elles ont les mêmes façons de travailler depuis plusieurs années. Elles ont commencé comme ça et ça fonctionnait très bien, donc elles ont continué. Nous, on va essayer vraiment d'optimiser ces processus de travail pour essayer de voir si on peut pas, de façon simple, en fait, plutôt que de faire des triple saisies, quadruple saisies, faire des systèmes simples, en fait, pour directement pouvoir accéder à l'information et optimiser en même temps les processus de travail. Et ça me fait rigoler parce que nous, on essaie toujours un peu de le dire, que notre objectif, c'est pas de licencier des collaborateurs parce qu'on s'est digitalisé, mais c'est vraiment de remettre l'humain à sa place. Et Romain l'a très justement souligné aussi, c'est exactement ce qui s'est fait chez eux. L'objectif, c'est pas de se passer de collaborateurs, mais c'est vraiment de les utiliser là où ils sont bons, là où ils sont performants, là où ils sont utiles pour l'entreprise et non pas l'utiliser pour faire de la recopie d'informations 2 heures par semaine. Ça, c'est vraiment pas une étape qui est intéressante pour eux ni pour l'entreprise. Donc, le but vraiment de se digitaliser, c'est surtout de garder la même quantité de collaborateurs, mais pouvoir mieux servir nos clients directement via ces processus-là. Notre méthode de travail, on va faire une méthode agile, c'est ce que disait Romain également. Donc, on s'est intéressé à comment est-ce que l'entreprise fonctionnait et on va souvent interagir avec l'entreprise, faire tester, montrer comment est-ce qu'on fonctionne, montrer comment est-ce que ça pourrait fonctionner, essayer de s'adapter, voir si c'est la bonne façon de travailler. Donc, on va très souvent en fait confronter l'outil qu'on est en train de développer avec le client. Chez nous, il y a en fait aucun développement qui va se faire où on va se recroiser 6 mois plus tard, vous mettre à disposition le logiciel et puis vous allez commencer à l'utiliser. C'est-à-dire que le client est vraiment intégré dans tout le processus en fait d'établissement du logiciel pour pouvoir être certain que le logiciel convienne vraiment aux besoins. C'est beaucoup plus facile de faire des changements si on fait tester souvent que faire des gros changements si on doit tester après 6-8 mois de travail. On va aussi toujours s'adapter. On va s'adapter à vous. Vous allez vous adapter aussi de toute façon, devoir s'adapter au logiciel, c'est sûr. Mais nous, on va essayer un maximum, puisqu'on fait des outils sur mesure, de nous adapter à vos besoins pour que vous puissiez en fait bien avoir un outil qui corresponde à votre travail, à votre façon de travailler. On va aussi intégrer vraiment le client dans le processus de développement. C'est ce que je vous disais, on va souvent faire appel à vous. On va souvent regarder comment fonctionne. On a souvent regardé avec le Vacherin comment est-ce qu'on pouvait faire, comment est-ce qu'on pouvait tester le logiciel pour voir si ça fonctionnait, utiliser ça avec des clients un peu de type pour voir si finalement ça s'interroge. Il ne faut pas rêver. Un processus de digitalisation, il prend du temps. C'est pas uniquement du coût, c'est pas uniquement mettre un budget, mettre de l'argent puis dire voilà, ça se termine là. C'est vraiment de voir aussi vouloir avoir la volonté, comme Romain l'avait, de digitaliser les processus et vraiment de s'intégrer pour que le logiciel puisse vraiment correspondre aux besoins. Voilà, j'arrive un peu au terme de notre présentation. Le but n'était pas de vous présenter d'outils qui sont en long et en large, c'était plutôt de se focaliser sur Romain et l'interprofession. Donc le responsable en fait contrôle qualité au Vacherin je crois, bien apprécié travailler avec nous, une équipe à l'écoute de nos besoins. Ça, c'est un élément vraiment important pour nous, c'est d'être toujours à l'écoute des besoins de l'entreprise. Et je pense que pour le Vacherin, comme l'a souligné Romain, c'est une réussite et on espère pouvoir continuer cette collaboration encore à long terme. Voilà, merci à tous pour votre attention. Peut-être Moïna, tu veux reprendre la parole ici? J'allais vous remercier en fait, Romain et Jean. Moïna, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose? Sinon, vous pouvez peut-être arrêter de partager votre écran. Comme ça, je peux reprendre la main. Il y a déjà des questions que j'ai listées, que vous avez indiquées durant votre inscription. Mais je te laisserai, Daniel, peut-être poser ta question à toi entre-temps. Comme ça, on peut effectivement avoir cette question pertinente par rapport à l'investissement que ça représente. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup pour ces présentations qui étaient vraiment intéressantes et qui montrent que par un travail collaboratif de développement, on peut trouver des solutions numériques. La question que j'avais, c'est en fait, quel est l'investissement pour un tel changement en termes d'argent, de personnes et de temps? Parce que ça représente quand même de longues années. Et puis, ça représente un investissement dans le développement. Donc, un ordre d'idée, mettons. Merci beaucoup. Alors, je dirais l'investissement financier va vraiment dépendre du projet. Sur des projets
je dirais, relativement petit. Il va représenter, si on fait vraiment du sur-mesure, il n'y a pas de projet qui va coûter 1000, 1500 francs. C'est vite des projets qui coûtent quand même 15 à 20, 25 000 francs. On a des projets qui vont monter jusqu'à 300 000 francs pour des gros projets de long terme, mais des projets de l'ordre du vacherin, c'est entre 15 et 20 000 francs pour la première partie d'investissement, qui va donc faire en fait un investissement sur je dirais, la première partie de l'outil digital. Et puis après, en fait, le vacherin a décidé de remettre une somme d'argent derrière pour digitaliser la suite, en ayant eu preuve que le premier volet fonctionnait. Et donc ça, je pense que c'est un élément qui est important, c'est que les investissements sont pas non plus gigantesques et sont pas impossibles à réaliser. Ils vont aussi se faire sur le temps, parce qu'on peut très bien avoir une somme d'argent au début sur un début de projet, une somme d'argent sur la suite du projet. Ça va vraiment dépendre en fait des besoins de l'entreprise. Donc à ce niveau-là, c'est des investissements. On peut s'adapter, j'ai envie de dire, puisqu'une entreprise qui a plus ou moins, on va pouvoir proposer des projets plus ambitieux ou moins ambitieux à ce niveau-là. Par contre, au niveau du temps, c'est aussi des investissements parce qu'il faut avoir une personne, en tout cas dans l'entreprise cliente, sur qui nous on peut compter pour avoir de l'information, pour pouvoir tester nos versions. Il n'y a pas pire dans ces projets-là que d'avoir finalement une personne qui est absente et finalement le projet se développe, mais tout seul, au moment où il va se confronter vraiment à l'entreprise et généralement il est à côté de la plaque parce que justement on n'a pas eu assez de retours. Donc c'est-à-dire que c'est un investissement en temps. Si j'ai envie de donner un peu un ordre de grandeur, c'est un investissement en temps entre 1 et 2 heures toutes les 2 semaines qui permettent de tester, de faire des retours, d'avoir vraiment un suivi à ce niveau-là. Merci beaucoup. J'ai une question d'Hélène en fait qui se demande comment est-ce que ce nouveau logiciel a été accepté par les utilisateurs, c'est-à-dire plutôt les membres de l'association, pas forcément les personnes qui saisissent les données, puisque apparemment il y a des cas d'imposition de logiciels divers et variés qui rendent l'utilisation complexe. Donc, comment est-ce que vous avez géré cet aspect-là? Alors, je dirais que pour le cas précis, la seule chose qui change pour les membres, c'est de recevoir leur correspondance liée aux taxations et leur convocation. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais chaque membre est convoqué pour la taxation et planifié. Tout ça est prévu par le logiciel automatiquement. Donc, c'est de recevoir des mails au lieu de courrier, de messages et autres. Donc, pour le moment, l'acceptation de la part de nos membres, je dois dire qu'elle n'était pas extraordinaire. Mais on n'a personne eu qui nous a dit « Ah, mais moi, je me suis encore pas mis au mail » ou bien « C'est ma belle-fille qui doit faire ça pour moi ». Ce n'est pas le cas. Parce que tout le monde aujourd'hui doit travailler dans les structures qui sont les nôtres, avec l'informatique, que ce soit pour saisir les données, comptabilité, gestion du robot d'encavage, etc. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Et puis, surtout, beaucoup de travail par email aujourd'hui. Les ordinateurs et écrans industriels ont aussi fait leur entrée dans les caves et dans les locaux de fabrication. Et puis, comme ça, les fabricants peuvent avoir des données sur plusieurs supports, même lorsqu'ils sont en train de fabriquer. Ce qu'il y a peut-être, c'est que prochainement, quand on va gérer les quantités et les digitaliser, le problème sera alors là d'imposer à nos membres d'inscrire la gestion de leur quantité, donc les données fabriquées, etc., sur une interface numérique au lieu de le faire manuellement. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'un système éventuellement à 2 vitesses quelque temps, c'est de pouvoir dire, au lieu d'imposer, on commence avec les plus motivés, on continue avec ceux qui auront attendu que certains fassent l'exercice avant eux, ça c'est les peureux, et puis il nous restera 10-15% des membres qui diront j'arrête dans 2 ans, je ne veux pas m'y mettre, je ne veux pas changer, etc. Et puis ça veut dire que c'est juste un changement de génération que tout le monde pourra le faire. C'est ce fameux temps à 2 vitesses qu'on pourrait tout à fait tolérer. Merci beaucoup. J'avais toute la liste des questions que je vais vous présenter maintenant. On en a traité déjà quelques-unes durant la présentation, mais peut-être qu'on peut se concentrer sur l'un ou l'autre aspect. Donc, il y a je dirais, un groupe phare qui est celui de la digitalisation des processus, des documents, les bases de données, les outils de gestion et de collaboration. Voilà, comment choisir, installer un logiciel. Je pense que tout le monde est un peu bombardé par diverses options, donc comment faire le choix.
comment implémenter effectivement des bases de données ou exploiter même les données qui sont déjà existantes. C'est un peu ça peut-être qui est le vrai défi. Comment évaluer les données, digitaliser de manière standardisée. Je vous laisse peut-être choisir, Romain et Jean, un ou deux points que vous voyez cités là pour commenter. Ouais, je peux peut-être commencer. Alors, le choix du logiciel, il est toujours très compliqué. Il n'y a pas de solution miracle, j'en ai pas. J'ai pas de solution miracle. Nous, on fait du développement sur mesure et on met en place un outil de gestion aussi qui s'appelle Odoo. On essaie toujours de pouvoir répondre. C'est généralement un panel qui nous permet de répondre plus ou moins à chaque demande. Il faut vous poser un petit peu la question, je dirais, au sein de votre organisation, est-ce qu'il existe des logiciels standards qui répondent à vos besoins spéciaux, à vos besoins à vous? Parce que s'il y a un logiciel standard qui existe, c'est clair que c'est plus facile à maintenir. Les coûts sont aussi beaucoup plus intéressants. Si vous êtes dans un marché de niche ou si c'est un marché où personne n'est intéressé au niveau du digital, vous n'aurez pas le choix. Il faudra passer par un outil sur mesure. Là, c'est clair que c'est d'autres défis, mais par contre, vous aurez un outil qui va vraiment correspondre à vos besoins de A à Z. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de remède miracle. Nous, ce qu'on fait généralement au sein d'Outix, c'est que ce qu'on propose toujours, c'est de venir faire un jour et demi d'analyse vraiment dans l'entreprise pour essayer de bien comprendre comment vous fonctionnez, comprendre quels sont vos processus et voir à quel niveau est-ce qu'on pourrait répondre, soit via un développement spécifique, soit via un outil standard. Donc ça, vraiment, je pense qu'il faut aussi se laisser conseiller à ce niveau-là. Donc nous, c'est ce qu'on fait, on propose vraiment cette analyse-là, mais qui ne force en aucun cas le client finalement à prendre une solution ou une autre. On essaie de trouver vraiment les solutions dans le sens du client, du côté du client, qui pourraient correspondre à ses besoins à lui. Romain, vous voulez commenter ceci ou peut-être également parler de comment est-ce qu'on peut exploiter finalement les données. Typiquement, effectivement, vos membres reçoivent pas mal de données maintenant. Est-ce qu'ils arrivent à les exploiter d'une manière ou d'une autre? Oui, alors le plus compliqué peut-être, c'est de mettre ensemble ces données parce que justement, chaque membre, chaque artisan a des fois l'utilisation de certains logiciels de gestion déjà aujourd'hui qui est lié aux chiffres de production par sorte. Un producteur aujourd'hui va faire du gruyère, du vacherin fribourgeois, il va peut-être aussi dans un autre canton faire de la tête de moine, faire du raclette du Valais, etc. C'est des données, des saisies qu'il doit déjà faire. Elles sont certaines fois liées directement aussi avec sa comptabilité analytique et puis peut-être aussi avec ces processus de gestion de stock et autres. Et puis nous, après, on arrive encore avec une couche supplémentaire. On a remarqué alors une chose, c'est que nos membres, sous l'égide de la protection des données, ne veulent pas que nous imposions des logiciels de gestion chez eux, dans leur entreprise, où il y a une transmission de données entre différentes institutions autour d'eux. Donc, ils sont d'accord d'avoir une saisie simplifiée sur des supports des interprofessions, mais d'une manière très séparée. Il faut vraiment des barrières et puis les démontrer pour qu'il y ait une acceptation. C'est aussi un peu pour se protéger lié aux chiffres qu'ils ont et à leur quotidien. On peut comprendre ça, c'est des entreprises individuelles, des entrepreneurs. Ils n'ont peut-être pas toujours envie de tout montrer ou ils ont l'impression que c'est une haute surveillance de la part des AOP de vouloir tout savoir. Donc ça, il faut faire très attention pour une acceptation de la part de la base. Mais c'est quand même un problème. Ça veut dire qu'on doit quand même à un moment donné pouvoir mettre en lien un certain nombre de chiffres. Ça, c'est pas très évident de le faire. Mais ça vient pas, c'est pas la digitalisation qui ne le permet pas, c'est finalement la structure qu'on peut avoir chez nous. Donc ça, c'est quelque chose de clair. Je dirais que aussi ce qu'il faut dans la manière de penser, lorsqu'on doit toucher finalement, comme dans nos filières, plusieurs structures individuelles qui ont des manières de faire aussi différentes, c'est d'avoir un système, une plateforme qui est très simple d'utilisation pour pas que le support chez nous soit trop important au niveau formation et utilisation au quotidien. Et puis finalement que d'une manière très simple, chacun ait envie de l'utiliser parce qu'il y voit un intérêt. Si l'entrepreneur, l'artisan voit un intérêt direct en gain de temps, d'efficacité et autres, d'instantanéité, il va l'utiliser.
Si c'est trop compliqué, malheureusement, c'est 1, 2 fois, peut-être 2 heures au téléphone avec un support pour essayer de faire que ça fonctionne. Puis ça en tout cas, chez nous, avec nos spécificités, ça fonctionne. Il y a toute une série de questions sur la promotion aussi des produits. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, bien sûr, ce n'était pas la thématique, mais peut-être vous pouvez quand même mentionner un peu les outils que vous utilisez, que ce soit pour la promotion, le marketing, l'acquisition des clients, mais aussi le branding du Vacherin fribourgeois en tant que tel. Il y a plein d'outils, bien entendu, digitaux à disposition. Est-ce que vous en utilisez? Est-ce que vous avez l'intention d'en utiliser? Oui. Alors, bien évidemment, qu'on utilise ceux qui sont à notre disposition et on essaye d'être performant dans ceux qu'on utilise, pas tous aujourd'hui, mais bien entendu que les réseaux sociaux, notre présence sur net, et puis aussi de plus en plus le référencement de nos produits au travers du net est une priorité pour nous. Ici, on peut compter sur l'appui parce que c'est toujours la même chose quand on a des petites structures. On peut avoir certaines connaissances ou certaines idées, mais on doit pouvoir faire confiance à toujours des professionnels dans des secteurs bien définis. Et dans le domaine du marketing, il est bien évident que les compétences professionnelles ne sont pas identiques dans les domaines digitaux que dans les domaines et construction de graphisme et autres présences physiques. Si on parle de l'événementiel, on est actif sur quasiment tous les canaux utilisés par le marketing, depuis le physique jusqu'au digital, mais on a besoin des compétences d'agences qui nous accompagnent, notamment Trio. Je crois que son directeur nous suit même ce matin. Il pourrait, le cas échéant, répondre d'une manière intéressante, je pense, sur les outils utilisés aujourd'hui digitalement dans le domaine du marketing. Pour nous, c'est clair qu'aujourd'hui, alors spécifiquement en 2020, où tout le budget qui était prévu pour nos présences physiques sur le terrain a été redistribué sur le digital, c'est clair qu'on constate aussi l'importance de pouvoir utiliser ces moyens et surtout d'être performant. Parce qu'ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une concurrence accrue, que les gens commencent à savoir clairement utiliser ces moyens aussi. Et si on s'endort sur ce qu'on a construit en 2005, que ce soit des sites Internet, des présences visuelles, etc., aujourd'hui, on est complètement dépassé. Et puis, c'est clair qu'aujourd'hui, si vous recherchez sur le net des exemples de comment faire une bonne fondue, que mettre sur mon gratin comme fromage, etc., ou trouver du vacherin, vous devez tomber prioritairement sur notre vacherin fribourgeois et pas sur du Laerdammer. Et ça, c'est primordial pour chacune des marques. Et aussi petite vous êtes, aussi peu vous avez de notoriété, plus vous devrez utiliser ces moyens-là pour être performant. De plus, ils ne sont pas très coûteux. Si l'on compare avec des énormes moyens que nous mettons sur une présence physique pour de la promotion, le domaine digital offre des moyens de présence qui sont presque infinis, mais il faut aussi avoir les compétences pour le faire. Il faut avoir l'ouverture d'accepter que ce n'est pas aussi visible des fois que… C'est clair, si on placarde toute la ville de Fribourg avec des affiches SGA, mon entourage va me dire on voit partout le vacherin. Si on fait une campagne ciblée sur le net en France, je sais pas, autour de Paris, etc., mes premières connaissances diront on n'a pas revu le vacherin depuis quelques mois. Donc, c'est toujours une question aussi de perception de la part de nos membres, par exemple, typiquement. On a ce degré de dire à quel moment on accepte d'être vu par le consommateur qui doit nous acheter, mais plus par celui qui nous fait confiance pour faire la promotion de son produit. Donc, il y a une étape psychologique, et je pense que dans une PME qui est même dans la distribution d'un produit de sa fabrication et qui le maîtrise jusqu'au bout, si vous avez un chef d'entreprise, un patron qui ne fait pas confiance à ses équipes marketing, parce qu'ils ne voient pas directement le travail. Vous avez des patrons qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas sur Instagram, qui ne vont jamais regarder où est positionné leur site Internet. Ils ne voient pas ce qui est fait parce que ça ne les touche pas. Donc, il faut une confiance réciproque pour admettre ça, surtout pour les personnes justement qui ne sont pas forcément actives sur ces moyens-là. Voilà, merci beaucoup. On avait d'autres questions, mais je pense qu'elles sortent vraiment un peu du cadre parce que ce sont des questions qui s'adressent peut-être à des domaines différents.
mais je vais peut-être juste rapidement les visualiser. Il s'agit par exemple de la formation à distance. Vous avez mentionné tout à l'heure effectivement la page web dynamique sur les écrans industriels, il y a l'archivage, il y a aussi le domaine de la construction, il y a la recherche de personnel par algorithme, suivi d'audit et d'autres. Ceci montre juste la complexité, la variété des domaines qui peuvent être optimisés par la digitalisation. Aujourd'hui, nous avons touché ce domaine bien particulier de la numérisation des produits du terroir. Je vous remercie infiniment pour votre contribution. Je pense que c'était particulièrement vivant et inspirant. Donc, j'espère que nous aurons inspiré nos auditeurs pour aller de l'avant et pour ne pas être inquiets par rapport à la place de l'humain dans toute cette démarche de numérisation. Donc, merci à tous. Encore une petite remarque par rapport au PME Magazine. N'oubliez pas de nous écrire si ça vous intéresse. Et je vous souhaite une très belle matinée à tous. Un grand merci à tous pour l'intérêt. Merci à vous aussi pour nous avoir invités et pour nous offrir cette présence. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt, Suzanne. Merci beaucoup pour À bientôt, Jean. À bientôt, Romain. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Moïna. À bientôt. Merci, Moïna. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.